Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est encore un réel plaisir de revenir sur cette antenne, sur la 98.7 Océan FM, dans l'émission Océan Politique pour décortiquer l'actualité politique nationale. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur cette antenne Monsieur Youssouf Gassama, qui est professeur de lettres, mais également analyste politique. Bonjour, Monsieur Gassama. Bonjour, Monsieur Diouf, et bonjour à tous les auditeurs de Océan FM et à plus forte raison Océan Politique. Alors, je vous laisse continuer pour que vous dites bonjour aux musulmans et aux chrétiens, voilà. Alors qui sont ensemble, qui vivent présentement ensemble le mois de Ramadan et le carême. Effectivement, cette fois-ci, c'est une bénédiction de Dieu et je me profite de ces ondes de Océan FM pour vraiment prier, voilà, pour que ce soit un mois de paix pour les musulmans et en tout cas pour les croyants. Voilà, que cette année soit pour nous tous une année de bénédiction, une année encore de croyance, mais de joie, de paix et surtout de réussite pour les musulmans et pour les chrétiens et pour le reste du monde. Amen, que Dieu vous entende. Alors, Monsieur Gassama, les autorités sénégalaises doivent rendre justice, vérité et réparation aux milliers de victimes de la répression violente des manifestations entre 2021 et 2024. Alors, si ce débat est soulevé encore, n'est-ce pas, la loi d'amnistie constitue un obstacle que les autorités nouvelles doivent lever comme elles s'y sont engagées. Voilà, de toute façon, et cette problématique de l'amnistie s'est posée depuis avant même les élections du 24 mars, je crois. Les élections, c'était le 24 mars, non? Oui. Le 24 mars 2024. Mais le débat fait surface. Oui, bien sûr, parce que les autorités sortantes avaient voulu amnistier les faits, n'est-ce pas, pour permettre, comme il le disait, cela va permettre aux emprisonnés, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, ainsi que les 2000 patriotes qui ont été emprisonnés, parfois à tort, parfois à raison, on ne sait pas encore, mais pour que ces gens-là puissent bénéficier, n'est-ce pas, d'une liberté, n'est-ce pas, une liberté totale. Voilà, et ceci a permis aux autorités Diomaye et Ousmane Sonko de participer non seulement aux campagnes électorales, mais, n'est-ce pas, d'être président et l'autre d'être premier ministre. Maintenant, ils ont toujours refusé cette loi d'amnistie. Parce que les autorités de PASTEF ont toujours dit, si cette amnistie, cette loi d'amnistie concerne aussi les crimes de sang, eh bien, les autorités de Yewwi Askan Wi ne devraient pas voter cette loi pour permettre à ces détracteurs ou bien à ces criminels, comme on le disait entre guillemets, d'autant qu'il n'y a pas encore de fautifs, mais il faut d'abord des enquêtes approfondies, des jugements pour situer les responsabilités. Mais tout ce qu'on savait est qu'il y avait bien sûr des crimes de sang et que les autorités entrant ou bien les autorités de ce pays d'aujourd'hui ne voulaient pas de cette loi d'amnistie parce que pour eux, c'était une sorte de légalisation de l'impunité au Sénégal, vu les 65 personnes qui ont été tuées, dont 50, je ne sais pas, par balle, une centaine de blessés et 2000 emprisonnés. Beaucoup disent que les emprisonnés étaient à tort ou à raison, on ne sait pas encore. Encore faudrait-il des enquêtes approfondies, faudrait-il lever cette loi d'amnistie pour permettre à la justice d'approfondir des enquêtes de 2021 en 2024 et pour permettre maintenant à la justice de faire son travail et de condamner les fautifs, d'indemniser les victimes. Alors, on a vu le député comment s'appelle même Monsieur Salla, honorable Salla.
j'ai oublié son nom. Karim Sall. Non. Thierno Alassane Sall. Le député Thierno Alassane Sall a voulu déposer une loi qui tente d'abroger la loi d'amnistie. Mais par faute de forme, par vice de forme ou de fond, le projet ou bien la proposition de loi n'a pas été retenue par le bureau de l'Assemblée nationale. Et on a vu qu'en début de cette semaine, le député de PASTEF, Amadou Ba numéro 2, a déposé une loi, n'est-ce pas, qui tente d'interpréter la loi d'amnistie. Parce que beaucoup pensent que la proposition de loi faite par Amadou Ba numéro 2 tente d'abroger la loi d'amnistie. Tel n'est pas le cas. C'est une loi interprétative de la loi d'amnistie. Donc c'est une loi qui tente d'interpréter, de limiter l'amnistie, madame, de dire ces faits ne font pas partie de l'amnistie et de laisser d'autres faits dans l'amnistie. Donc c'est une manière de réorganiser l'amnistie et d'y enlever les tortures et les crimes de sang. Maintenant, nous avons entendu le Premier ministre Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale, lorsqu'il était parti pour répondre aux questions d'actualité, nous l'avons entendu dire, n'est-ce pas, que PASTEF ne veut pas de cette loi d'amnistie. Il s'adressait à Aïssata Tall Sall en lui disant que, écoutez, vous avez fait cette loi d'amnistie pour nous. Eh bien, on n'en veut pas. Reprenez cette loi d'amnistie, abrogez-la et appelez tout le monde à la barre, y compris moi-même, nous irons tous répondre à la justice. Je crois que c'est un parfum, n'est-ce pas, à la merci de la paix et que nous devons nous tous encourager pour permettre à la justice, encore une fois, d'élucider des crimes de sang qui ont plongé ce pays-là dans la misère, l'indigence et le calvaire. Tout à fait. Alors, je rappelle que cette loi d'amnistie, votée le 6 mars 2024, couvre tous les actes susceptibles d'être qualifiés de crimes ou délits relatifs à des manifestations ou événements à motivation politique qui ont eu lieu entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024. Durant toute cette période, lors des manifestations déclenchées par l'arrestation, comme vous venez de le dire, Ousmane Sonko, alors dirigeant d'un parti de l'opposition, les forces de sécurité ont régulièrement fait usage excessif et meurtrier de la force contre les manifestants. Selon les chiffres, vous venez d'énumérer quelques chiffres tout à l'heure, au moins 65 personnes ont été tuées, alors la majorité par arme à feu, et au moins 1000 autres blessés. Environ 2000 personnes ont été arrêtées durant cette période. La levée de cette loi d'amnistie est imminente pour que le droit soit dit sur ces violations graves des droits humains, n'est-ce pas? Bon, je crois que l'amnistie ne sera pas levée ni abrogée, mais ça sera interprété. Voilà pourquoi la proposition de loi que Amadou Ba PASTEF a introduite ces derniers temps, avant-hier, c'est une loi interprétative de la loi d'amnistie. Ça ne tente pas d'abroger ni d'annuler, mais d'interpréter la loi d'amnistie déjà existante. Qu'est-ce que cela va permettre aux députés? Ça leur permettra de voter. Déjà, la loi interprétative va permettre d'interpréter, de limiter l'ampleur de l'amnistie. Donc la durée, c'est bien sûr de 2021 à 2024. Mais s'il y a interprétation, est-ce qu'il n'y aura pas divergence d'idées? Non, quand on interprète, c'est pour dire voilà les faits qui ne feront pas partie de l'amnistie. Madame, les crimes de sang et les tortures n'en feront pas partie. Maintenant, les crimes, les délits politiques, les contraventions, etc., ça, on peut laisser ça dans l'amnistie. Mais quant aux tortures et aux crimes, écoutez, là, on va interpréter la loi d'amnistie pour enlever ça de la couverture de l'amnistie et poursuivre les fautifs à la justice. Donc je crois que c'est bien d'enlever cet équivoque
et qui consiste à dire que la loi sera abrogée. Finalement, on a vu que la loi ne sera pas abrogée, mais ça sera interprété de sorte à enlever les crimes et les tortures de la couverture de l'amnistie. Alors, il y a eu une aide financière versée en 2024 à certaines des victimes de détention et annoncée en 2025 aux familles de personnes tuées lors des manifestations. Alors là, c'était un pas. Cependant, elle ne répond pas selon l'Amnesty internationale. Alors, elle ne répond pas à leurs besoins de justice ni ne constitue une garantie que de tels événements ne se reproduisent pas dans le futur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi surtout avec la majorité des Sénégalais? Bon, écoute, le but même n'est pas de garantir. Le but, c'est d'indemniser. Écoutez, il y a des gens qui ont perdu leurs enfants. D'autres ont perdu leur mari. Les uns et les autres leurs frères. Alors, il appartient à l'État central, après avoir reconnu la bravoure de ces gens-là, qui se sont braqués contre vents et marées, entre feu et flamme, pour empêcher à Macky Sall de plonger le pays dans une dictature ignoble. Et ces gens-là se sont battus pour le pays. Et ils sont morts pour le pays. Beaucoup ont versé leur sueur et larmes dans ce chemin de la démocratie pour permettre au Sénégal d'être le miroir démocratique de l'Afrique d'une part et même dans le monde. Alors aujourd'hui, si des enfants du peuple se sont encore érigés en un bouclier pour se battre contre un apprenti despote, un apprenti tyran, pour lui empêcher de plonger ce pays-là dans la guerre civile, le chaos et le despotisme, écoutez, s'ils sont morts, il appartient à la nation de leur rendre hommage. Il appartient à toutes les populations du Sénégal de leur rendre hommage. D'autant plus que la bataille était légitime. Mais bien sûr, de valoriser la vie humaine. Je constate qu'en réalité, nous, en tant que Noirs, on ne valorise pas la vie humaine. Nous tentons de la banaliser. Il y a même une formule que l'on dit, coup des pertes. Mais il ne s'agit pas de ça. Des résistants ont toujours résisté pour permettre à nous, les enfants du peuple, d'être dans la paix, d'être fiers. Aux générations futures. Bien sûr. On peut citer les Ndiaye, on peut citer les Lat Dior, on peut citer les Thierno Souleymane Baal, on peut citer d'autres qui ont donné leur vie pour que nous, aujourd'hui, nous puissions être au Sénégal, d'y vivre correctement et de nous épanouir dedans. Donc pour moi, il appartient à la nation d'indemniser ces victimes-là, non pas pour encourager les autres à semer des troubles dans le pays, mais c'est de rendre grâce à ces gens qui au moins ont versé leur sang pour maintenir le Sénégal dans la démocratie, pour encore un autre combat démocratique. Alors aujourd'hui, il y a 5 milliards qu'on a décaissés légalement et qui a été financé légalement. Donc il est donc possible de suivre la traçabilité de cet argent-là. Mais il va falloir indemniser ces gens qu'on a porté tort, M. Diouf. Certains ont été emprisonnés pour être sortis juste pour aller à la boutique. D'autres, en partant du boulot, ils ont été arrêtés, jetés en prison pendant 6 mois. Les uns et les autres, pour juste sortir, hisser le drapeau du Sénégal en haut, et ils ont été descendus. Ce fut l'enfant qui a été assassiné ici aux Parcelles Assainies. Mais avec un policier qui le visait comme ça, devant tout le monde. Les caméras sont là, les vidéos sont là. Alors il va falloir rendre hommage à ces gens-là. Leur faire un mémorial. Pour moi-même, on devait construire une statue même pour immortaliser la vertu, la gloire et le courage de ces enfants du peuple qui ont osé donner leur vie pour perpétrer la splendeur de la démocratie sénégalaise. En tout cas, tout ce que l'État devrait faire, c'est de savoir que le fait d'indemniser ces victimes-là ne garantit en rien l'aboutissement d'une justice juste et équitable. Ce que nous voulons, c'est en quelque sorte d'abroger la loi d'amnistie ou de l'interpréter de sorte que
les crimes de sang seront jugés, les tortures seront jugées et les criminels et les fautifs seront jetés en prison pour donner exemple aux dirigeants même qui sont actuellement au pouvoir, M. Diouf. Ne croyez pas que nous allons traîner des gens en justice pour le simple plaisir de traîner des Sénégalais en justice. Je suis désolé, mais la leçon que nous voudrions faire savoir par là, c'est les gouvernants même qui sont actuellement au pouvoir, les directeurs généraux, les ministres, hein, les députés, le président de la République lui-même, le premier ministre, de leur faire savoir qu'écoutez, même vous, si vous usez de la force pour priver les Sénégalais de liberté, pour les brimer, pour les tuer, les emprisonner à tort, vous serez pourchassés comme on pourchasse ces gens-là aujourd'hui. Je l'avais dit ici, c'est fini maintenant ce favoritisme-là. Il faut que la population montre à ses dirigeants que personne, je dis bien, personne ne sera au-dessus de la loi. Quiconque affreint la loi sera poursuivi jusqu'à son dernier retranchement et jeté en prison comme il le faut. Donc ce dont je suis d'accord, c'est non seulement de garantir une indemnisation, une indemnité plutôt digne de son nom à ces victimes-là, mais de continuer, n'est-ce pas, dans le sens de vouloir interpréter la loi d'amnistie de sorte à traîner les fautifs en justice et de les emprisonner en guise d'exemplarité. Toute l'Afrique est braquée sur nous pour voir comment le Sénégal arrivera à gérer cette crise post-électorale. Et moi, je crois à ma justice d'aujourd'hui, je crois à ma police d'aujourd'hui, à ma gendarmerie d'aujourd'hui, qu'ensemble, ils mèneront des enquêtes dignes de son nom et que celui qui n'est pas fautif, qu'on le laisse partir tranquillement. Et même les fautifs, M. Diouf, il va falloir respecter leurs droits parce que c'est des Sénégalais. Ils sont fautifs, oui. Ils sont, comment dirais-je même, ils sont accusés de crimes. Mais c'était, certains étaient sur instruction, n'est-ce pas? Instruction, oui, certains dossiers étaient en instruction. Mais la loi d'amnistie est venue balayer tout. Attention, quand la loi d'amnistie est tombée, mais écoutez, toutes les instructions vont s'arrêter parce que les faits n'existent plus. Donc quand les faits n'existent plus, il n'y a plus question de juger qui que ce soit. Donc pour moi, ce que nous devrions comprendre par là, c'est que l'État doit commencer à rendre grâce à ces populations qui se sont levées, qui se sont érigées en un seul bouclier, se battre pour la liberté de cette nation. Il est bien de rendre hommage aux gens qui sont tombés dans cette lutte pour la liberté. Car l'arbre de la liberté se nourrit par le sang des patriotes. Ça a toujours été comme ça. Et si les patriotes ont su essuyer leurs pertes les plus abominables pour asseoir les idéaux qui feront le socle de cette nation, alors ils devrions partir jusqu'au bout de leur logique. Excepté de personnes, qui que ce soit, où il peut être, qu'on aille le chercher, qu'on le jette en prison. Et il sera un exemple illustratif, n'est-ce pas, de l'indépendance de notre justice, de la force de notre justice et de la justesse de notre justice. Monsieur Diouf. Mais monsieur Gassama, est-ce que, par exemple, dans de telles circonstances, est-ce que les FDS, les forces de sécurité, les forces de défense et de sécurité ne doivent pas revoir leur copie? Par exemple, si on donne l'ordre de tirer sur les manifestants, de refuser quand même. Non, mais ils le savent, hein, parce que tout ordre illégal, nul n'est tenu d'y respecter. Ça, c'est un principe quand même humaniste et humanitaire. Mais ce que nous avions constaté, c'était comme un gang qui était là, avec leurs policiers qui acceptent de faire les sales besognes, avec leurs gendarmes qui acceptaient de faire aussi leurs sales besognes. Voilà le groupe restreint qui était là et qui brimait les Sénégalais. Mais beaucoup de policiers n'acceptaient pas cela. Nous avons vu l'actuel ministre de l'Intérieur. Il était le haut commandant de la gendarmerie nationale. Il y a des choses qu'il n'a pas pu accepter, alors que l'ordre venait de ses supérieurs. Mais il a refusé net. Et on
l'a révoqué. Mais bien sûr, révoqué avant même la date de sa retraite, ce qui n'était pas trop chrétien, quoi. Mais d'empêche, le but, c'est de mettre l'homme au-dessus de tout. C'est de mettre la vie humaine au-dessus de tout. Maintenant, la police, comme vous le dites, aujourd'hui, si nous traquons les criminels, si nous traquons comment dirais-je même, les gens qui torturaient les enfants dans les prisons, écoutez, si les policiers en font partir, ils vont payer le prix. Si les gendarmes en font partie, paieront le prix. Si des civils en font partie, paieront le prix. Ainsi de suite, les députés, les ministres, les directeurs généraux. Ça peut remonter même ils vont tous payer. Jusqu'à la tête, l'autorité supérieure. Ils vont tous payer, monsieur Diouf. Ils vont tous payer. Parce qu'aujourd'hui, concernant les tueries, les tortures, on peut ne pas arriver au sommet de l'État. Parce qu'au sommet de l'État, nous avons déjà des dossiers qui sont là, qui ne peuvent venir que de là-bas. Parce que les rapports de l'IGE, de l'IGF, de la Cour des comptes, de l'OFNAC, là, nous savons très bien que le destinataire de la Cour des comptes, c'est l'État du Sénégal. C'est le président de la République à qui s'adresse la Cour des comptes, à qui s'adresse l'inspection générale de l'État, à qui s'adresse l'OFNAC. Donc si aujourd'hui, ces corps de contrôle-là ont toujours décliné des fautes de gestion, des dilapidations de deniers publics, des détournements de deniers publics, des détournements d'objectifs, des surfacturations, des nominations à tout azimut, écoutez, là nous saurons directement d'où vient la faute. Parce que ce dernier lui-même le disait. Je m'y mets sur certains dossiers. Donc je crois que sans pour autant partir en besogne, pas à pas et de manière très lucide, moi je veux que la justice évolue avec toute responsabilité, avec toute clarté et avec prudence. Car il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais il s'agit de faire une étude minutieuse et une enquête très approfondie des faits et de prendre les coupables effectifs. Pour situer les responsables. Mais bien sûr, on a besoin de ça. Longtemps, le Sénégal a été dans cette hypocrisie de négociation. Dans cette hypocrisie de Tegal Sussouf Garaoul, Gassal Soul, Garaoul, Fateko, Fatel Lolo, Djegelel. Ça, on croyait que c'était une paix sociale. Mais en réalité, c'était une hypocrisie qui gangrénait notre population. Regarde aujourd'hui, personne n'a peur de voler l'argent public. Parce que tu voles l'argent public, tu vas voir un marabout, tu lui donnes quelques francs. Et lorsqu'on aura on aura entamé les poursuites, c'est ce marabout qui reviendra dire non, pardonnez-le, c'est mon disciple. Et c'est pas grave, le Sénégal est une seule tête, indivisible. Écoutez, le temps est grave. Le temps est grave. Je crois que nous y reviendrons sur l'état économique de ce pays-là. C'est de la catastrophe, monsieur Diouf. On ne peut plus accepter ces genres de médiation infâme. On y reviendra tout à l'heure. Alors, je rappelle à nos chers auditeurs que nous recevons sur cette antenne monsieur Youssouf Gassama, qui est professeur de lettres, également analyste politique. Monsieur Gassama, alors, sans transition, vous avez parlé un peu de la Cour des comptes. Alors, on va attaquer le dossier, surtout Farba Ngom. Alors, l'Assemblée nationale avait saisi de la demande de levée de l'immunité parlementaire de M. Farba Ngom par le parquet du pôle judiciaire financier, PJF. Alors, un organe mis en place par les anciennes autorités, ce parquet a affirmé avoir reçu des rapports de la cellule nationale de traitement des informations financières, CENTIF. Alors, un organe du ministère des Finances qu'il a transmis à l'Assemblée nationale, largement contrôlé par le pouvoir pour la levée de l'immunité de M. Farba Ngom. Alors, les investigations menées révèlent des mécanismes sophistiqués de blanchiment d'argent par le biais de sociétés écrans qui auraient été utilisées pour des transactions suspectes d'une valeur estimée provisoirement à plus de 125 milliards de francs CFA.
plus de 192 millions d'euros. N'est-ce pas, si ces faits sont avérés, cela démontre le niveau de corruption élevé dans nos États? Ouais, mais bien sûr, hein, parce que qui est Farba Ngom, qui est Tahirou Sarr? C'était des gens égarés qui étaient là, qui avaient ni industrie, ni entreprise, ni société, ils n'avaient même pas de salaire mensuel. Mais comment ces gens-là peuvent se retrouver, madame, impliqués dans une affaire de 125 milliards de francs CFA? D'abord, il faut savoir que eux, ce sont des complices. Et c'est estimatif, hein, bien sûr, provisoirement. Et l'ironie du sort, c'est même Farba qui a toujours dit partout: moi j'ai pris de l'argent, j'ai commis une erreur, je cite même Khalis Nerna, Defna Ndiahoum, Man Djelda, et je l'assume. Mais quelqu'un qui le dit, quelqu'un qui dit que moi j'ai pris de l'argent, et il l'a dit sur une chaîne télé avec Aïssatou Diop Fall, il l'a dit à l'Assemblée nationale, mais il l'a dit à une conférence de presse. Mais maintenant, qu'est-ce que les gens veulent finalement? Normalement, il devait être convoqué depuis très longtemps. Ah, mais bien sûr, le fait d'être député ne permettait pas au pôle judiciaire de l'entendre. Donc, ne serait-ce que pour entendre un député, il faut enlever son immunité parlementaire. Mais on pouvait l'enlever à l'époque, n'est-ce pas? Oui, mais on ne l'a pas fait. mais quand même, ils avaient la majorité parlementaire et personne n'osait lever ces velléités-là à l'Assemblée nationale. Nous savons comment le Benno Bokk Yakaar marchait dans l'Assemblée nationale. C'était une majorité mécanique, robotique d'ailleurs. Voilà, donc Farba, aujourd'hui, il a la chance d'avoir des gens qui respectent la loi devant. Parce que ni c'était cela, il allait connaître pire. Parce que c'est Farba qui était là, quoi, l'arrogant. Quand même, on a respecté une certaine procédure. Mais bien sûr, c'est ce que je dis, c'est la chance que Farba a. Ça, tout le monde le constate. Mais c'est ce que madame, c'est la chance que Farba a d'avoir des gens qui respectent la loi et des gens pour qui le respect de la loi est fondamental dans la gestion des affaires de l'État. Qu'est-ce qui se passera alors? Farba Senghor et Farba Ngom a été... Non, il n'a même pas été inculpé. C'est juste un rapport de la CENTIF qui a mentionné le nom de Farba comme étant impliqué sur une affaire de 125 milliards. Maintenant, il appartient donc au procureur du pôle judiciaire de demander au ministre de la Justice d'écrire une correspondance au président de l'Assemblée nationale, en l'occurrence El Malick Ndiaye, de lui demander de lever l'immunité parlementaire du député Moustapha Ngom, je crois, connu sous le nom de Farba Ngom, et pour permettre au pôle judiciaire de Mohamedou Ngom, hein, voilà, pour permettre au pôle judiciaire de pouvoir l'entendre. Et on entendait des cris partout, des accusations qui tombaient du ciel, du genre, les avocats n'ont pas de dossier. Mais celui qui n'a pas été inculpé, mais il n'y a pas de dossier, M. Diouf. On devrait l'entendre, parce que dans le rapport de la CENTIF, le nom de Farba est apparu. Donc, il appartient au pôle judiciaire d'inviter Farba pour qu'il vienne s'expliquer tout simplement, pour que le pôle judiciaire puisse savoir maintenant sur quel pied danser. Donc, il ne s'agissait pas d'avoir un dossier ou d'une inculpation ou d'une accusation. On a entendu Aïssatou Tall Sall demander qu'on leur présente le dossier. Oh, celle-là, elle ne brille que dans l'art de la manipulation. Et pourtant, elle est une avocate. Bien sûr. Aguerrie. Bien sûr. Alors, elle connaît le droit, elle sait le droit. Alors, maintenant, pourquoi elle insiste sur ce côté-là alors que... Mais M. Diouf, le droit ne l'arrange pas. C'est pas une logique. Oui, mais le droit ne l'arrangeait pas. Parce que si elle disait le droit, Farba n'aura personne pour le défendre. Hein? Donc, pour défendre Farba, il faudrait prêcher au paradis. Tu pars au paradis pour prêcher là-bas. Vous voyez que c'est illogique. Alors, ne serait-ce que pour entendre Farba tout simplement, il a fallu une semaine pour lever toute l'humilité parlementaire. Alors que, du temps de Farba, on a fait ça à Ousmane Sonko pour des affaires encore plus sombres. 2 à 48 heures, ils ont levé
l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko. Et pourtant, Farba qui crie à la théorie du complot et à la chasse aux sorcières, et à la chasse aux sorcières bien sûr, que, écoutez, on veut me jeter en pâture, voilà, je n'ai rien fait, moi je ne gère pas les affaires de l'État, mais on te nomme dans le blanchiment. On ne te parle pas de détournement de deniers publics, parce qu'il y a blanchiment sur les deniers publics. Mais également, c'est la CENTIF qui sort ces mais rapports. bien sûr, nous connaissons la CENTIF. Et la CENTIF n'est pas une entité politique. Ouais, nous connaissons la CENTIF, nous savons comment elle est composée. C'est des gens aguerris, c'est des avocats, c'est des fiscalistes, c'est des douaniers, c'est madame, tous les corps de contrôle sont représentés dans la CENTIF. Donc nous savons comment CENTIF est composée et comment CENTIF travaille. Et CENTIF ne pense pas elle-même. CENTIF demande aux banques, c'est aux banques de fournir des relevés de notes, des relevés de comptes. Donc la CENTIF n'a rien à penser, n'a rien à suggérer. CENTIF demande aux banques de faire des rapports sur des relevés de comptes. Et c'est ce qui a souligné des virements coupables et douteux. Donc, maintenant, regardons. Aujourd'hui, si Farba est poursuivi pour 120 milliards, mais 125 milliards, mais ils ont posé combien sur la table pour être libres? Déjà, ça suscite déjà le doute. 442 milliards. Non, milliards. C'est 442 millions. 442 milliards ou millions? Bon, c'est 125 milliards. L'accusation. Mais pour leur caution, là, ils ont mis combien sur la table? Je crois que c'est 442 milliards. Hein? Tahirou Sarr et Farba conjugués, ils ont mis sur la table 442 milliards pour être libérés provisoirement. D'accord. Donc, ça veut dire que c'est un effort conjugué entre les deux accusés. Ouais. Farba, Ngom et Tahirou Sarr. Mais c'est ce qui est d'abord aberrant, M. Diouf. Mais énorme. Tu es poursuivi juste pour 125 milliards. Et toi, immédiatement, tu mets sur la table 442 milliards pour payer ta caution de liberté provisoire. Non, c'est ce qui inspire même au doute et aux activités douteuses dans lesquelles se jettent ces gens-là. Donc, et bien même avant l'incarcération de Tahirou Sarr, il était en train de négocier en coulisses pour ne pas partir en prison. Oui, parce que j'ai entendu l'avocat de Farba et maître Doudou Ndoye et à iRadio, je crois, ITV, et il laissait entendre, n'est-ce pas, des possibilités de médiation que la loi lui permet. Parce que la justice sénégalaise aussi permet des situations de négociation où on négocie. L'État regarde ses intérêts. Si je le poursuis, est-ce que j'aurai ce que je veux? Autant lui demander de me remettre tant de francs et je le laisse partir en guise de ce qu'on appelle... Ça sous-entend quoi, ça? Il est déjà coupable, M. Diouf. Madame, il est déjà coupable. Si vous écoutez, ou bien si vous avez entendu le maître Doudou Ndoye, depuis le début, disant que ce dossier-là, si on l'approfondit, beaucoup seront cités dans ce dossier et beaucoup vont tomber. Et c'est déjà là le point focal de la situation douteuse dans laquelle se sont jetés ces deux prédateurs de deniers publics ou de terres rares. Mais regarde, on parle de 8000 hectares de terre, mais en titre foncier. Mais c'est un quartier. On aurait dit même c'est un département, hein, ou bien une région. Parce que j'ai entendu que le département de Dakar a à peu près 8000 hectares de terre. Non, mais regardons donc ce tantamar. Est-ce que vous êtes au courant qu'actuellement même, les apéristes sont en conférence de presse actuellement pour défendre Farba Senghor et Farba Ngom. Madame, ces gens-là n'ont pas de scrupules. Ils l'ont fait bien avant et ensuite ils continuent. Non, mais c'est la troisième fois, je ne sais pas si c'est la quatrième fois, mais ces gens n'ont pas de scrupules et n'ont pas de vergogne. Celui-là, même que vous voulez défendre, mais dit vouloir donner quelque chose à l'État pour retrouver sa liberté. Mais je comprends leur émoi, parce que Farba les a menacés. Farba les a bel et bien menacés. Vous vous rappelez de ces menaces? Parce que l'arrestation de Farba Ngom a provoqué des remous
parmi ses partisans. Mais bien sûr. Cette arrestation comme une commande politique exécutée par la justice. Quelle commande politique, s'il vous plaît, là. Quel est le poids politique de Farba Ngom? Quel est le poids politique de Farba Ngom? Il est maire de Agnam. Oui, ça veut dire quoi? Oui, mais maire de Agnam, ça empêche quoi? Madame, qu'est-ce que être maire d'Agnam empêche le président de la République de vaquer? Mais qu'est-ce que ça empêche au président de la République ou au Premier ministre? Agnam n'a pas empêché Bassirou Diomaye Faye de gagner les élections au premier tour. Agnam n'a pas empêché au Premier ministre Ousmane Sonko de gagner les élections législatives, mais à plus de 54%. Mais alors, où est la menace politique? De quel degré intellectuel Farba a pour apeurer le pouvoir actuel? Mais moi je crois que M. Diouf, c'est à nous-mêmes d'avoir un esprit de dépassement. C'est à nous d'essayer au moins d'être encore plus honnêtes. Nous ne devons pas accepter d'être traînés par le bout du nez par ces gens-là qui n'ont ni loi ni foi, qui passent tout leur temps à s'enrichir sur le dos des Sénégalais. Et après, ils veulent nous faire croire à des velléités inappropriées, incongrues. Et c'est à nous de croire à ces balivernes. Pour moi, en tout cas, Farba et Tahirou Sarr, ce sont des Sénégalais. L'État doit tout faire, ou bien la justice doit tout faire pour respecter leurs droits, mais qu'ils soient jugés. Et si toutefois ils sont coupables, en tout cas parce que moi je sais, bon, ils sont, bon, même s'ils ne sont pas coupables, mais ils sont douteux. Parce que déjà, si moi je n'ai rien fait, je ne vais pas enlever 442 milliards de ma fortune pour payer ma liberté alors que je n'ai rien fait. Donc moi, je demeure convaincu que ces gens-là sont coupables d'une manière ou d'une autre. Maintenant, il reste à la justice. Je ne suis ni juge, ni procureur. Je n'ai donné juste que mes impressions face aux événements qui se sont déroulés sous mes yeux. J'analyse et on aperçoit la vérité, même si elle n'est pas dite. Mais la vérité est à apercevoir au gré des faits que nous analysons et des informations que nous obtenons. Donc pour moi, et même les sorcières même, est-ce que les sorcières ne doivent pas être chassées là? Écoutez, nous sommes dans une république d'hommes, de personnes et d'êtres humains. Donc s'il y a des sorciers de parmi nous là, qu'on les chasse et qu'on les jette dehors et que nous demeurons entre personnes, individus et êtres humains aimant le Sénégal, vouloir travailler pour le développement de ce pays-là, que chacun se limite à ce qu'il a. L'argent du contribuable, c'est pour le contribuable. L'argent de chacun, si tu veux, jette ça à la poubelle. Personne n'a à en faire quoi. Mais l'argent de la République, l'argent des enfants du peuple, c'est pour les enfants du peuple. Il faut que nous mettions ça dans la tête une bonne fois pour toutes. C'est fini quoi, M. Diouf. C'est fini, hein. Mais monsieur Gassama, alors, plusieurs autres personnalités proches de l'ancien régime seraient également impliquées dans cette affaire. Mais Farba... Est-ce que le mal n'est pas profond, n'est pas si profond mais d'où les menaces de Farba? Mais à la dernière conférence, Farba a menacé ces dignitaires de l'ancien pouvoir pour leur dire, écoutez, aujourd'hui Farba est en train d'être traîné en justice. Je ne vois aucune autorité devant moi. Les anciens ministres, les anciens directeurs généraux, écoutez, si je ne vous vois pas, je vais vous dénoncer comme il le disait, 1 à 1, 2 à 2 et 3 à 3. Est-ce que ce n'est pas le motif de cette conférence de... Bien sûr, c'est pourquoi ça ne m'a pas étonné. Ouais. Quand j'ai vu aujourd'hui beaucoup d'autorités, d'anciennes autorités de l'APR qui semblaient coupables, comme l'ancien agent de l'État, Moussa Bokar Thiam. Aujourd'hui, c'est lui qui dirigeait la barque. Moi, c'est pourquoi quand j'ai vu Moussa Bokar Thiam devant, je me suis dit, mais tiens, Farba a bien fait de vous menacer parce que Farba vous connaît. Ce sont des poltrons qui aiment la facilité. Si Farba n'avait pas menacé, là, il ne verra personne devant lui. Mais ces temps-ci, Moussa Bokar Thiam avait fait une déclaration en disant que nous ne laisserons pas Farba
que Farba soit sacrifié, il ne sera pas l'agneau du sacrifice. Après. Ça veut tout dire ça. Oui, mais parce que comme Farba sait que ces anciennes autorités apéristes, ils n'ont qu'une grosse langue, en réalité. Ils ne font que parler, mais où étaient-ils pendant que Farba est traîné dans la justice là? Où est-ce qu'ils étaient? Où est Abdou Moussa Bokar Cham qui parle aujourd'hui là? Il était où? Pendant que les partisans de Farba rasaient les murs là devant la gendarmerie ici, moi j'avais cru que le Sénégal allait brûler. Hein? Quand on a dit qu'on n'acceptera pas que Farba soit convoqué en justice, nous allons résister, la résistance, gatsa. Moi je m'attendais. Il n'y a que quelques tierces personnes qu'on a vues et qu'on a dispersées en moins de 20 minutes. C'est ce qu'on a constaté sérieusement, parce qu'on est là comme observateur. Alors, non, mais... monsieur Gassama, ces détournements de milliards ont eu une incidence sur la vie des milliers de Sénégalais. On nous parlait des restrictions budgétaires et au même moment, des personnes au pouvoir à qui on avait confié la gestion des ressources se remplissaient les poches avec de l'argent qui aurait pu sauver des vies. Sur ce genre de situation, peut-on parler de haute trahison devant la justice? Mais bien sûr, hein, s'il s'agit du président de la République, il a trahi le peuple. Parce qu'il avait juré, en 2019, il avait juré de respecter non seulement la loi, mais de la faire respecter. C'est le garant de la justice, c'est la clé de voûte des institutions, c'est le premier responsable de la justice sénégalaise. Alors aujourd'hui, le président de la République peut être poursuivi bien sûr pour des faits de haute trahison, parce que le fait même de ne pas signaler ces tripatouillages qu'ils ont fait dans les deniers publics suffit justement pour être une haute trahison. Mais n'empêche, quel est le rapport qu'il a donné suite? Il n'a donné suite à aucun des rapports de la Cour des comptes, à aucun des rapports de l'IGE, à aucun des rapports de l'OFNAC. Mais si ce gars-là ne trahit pas la nation sénégalaise, qu'est-ce qu'il a fait? Je vais respecter la loi. Je vais faire respecter la loi. Mais quand on te donne des rapports qui soulignent des détournements de deniers publics, des négligences sur la gestion des deniers publics, des détournements d'objectifs, des fautes administratives, mais aucune sanction, aucune rectificative, rien. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? C'est moi qui m'y mets sur certains dossiers. Alors, mais s'il ne trahit pas ce gars-là, qu'est-ce qu'il fait? Alors, qu'est-ce que la trahison alors? Mais prenons par exemple ces dilapidations dont vous parlez. Mais regardez comme ils ont plongé le pays dans une catastrophe économique. Dans l'UEMOA, on était permis que d'avoir un taux d'endettement à 73%, je crois, dans l'UEMOA. Alors, Macky Sall nous fait croire que notre dette est aux environs de 75%. Alors, pour les rapports du gouvernement d'abord, je ne dis pas de la Cour des comptes, mais d'abord du gouvernement, ils ont estimé cela à 83% du taux d'endettement. Et la Cour des comptes est venue nous dire c'est à 99,9%. C'est pour ne pas dire 100% de notre PIB. Un chiffre beaucoup plus révélateur. Mais bien sûr, hein. Mais comme l'ironie ne tue pas, mais regarde, Macky Sall de 2019 à 2024, il a fait 4 000 milliards d'exonération fiscale. 4 000 milliards, M. Diouf. Comment peux-tu pardonner aux industriels une valeur de 4 000 milliards et tu t'empresses pour aller t'endetter à une valeur de 5 000 milliards? Mais ces industriels-là, est-ce qu'également ils n'étaient pas complices de ces
de ces faits-là également. Ah mais on peut rien leur dire parce que nous, on n'a pas confié notre avenir à ces industriels. On a confié notre avenir au président de la République et son gouvernement. C'est à lui, mais bien sûr, c'est au président de la République de défendre nos intérêts coûte que coûte, vaille que vaille. Mais en fin de compte, on se rend compte que Macky Sall, en réalité, mais n'était pas là pour la défense des intérêts nationaux. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait une exonération fiscale de 4 000 milliards durant ces 5 ans-là. Et il s'endette à hauteur de 5 000 milliards. Mais moi, je me demande, est-ce que ce n'est pas une entreprise même de déstabilisation du pays? Regarde qu'est-ce qu'ils ont fait. Tu prends toutes les agences, toutes les directions, qu'est-ce qu'ils font? Ils multiplient le recrutement. Mais ils recrutaient de gauche à droite, à n'importe comment. Et ces recrutements étaient tellement pléthoriques, il y avait même des gens qui ne travaillaient pas et qui percevaient... Mais bien sûr, parce que quand tu recrutes de manière aveugle, de manière exorbitante, mais écoute, tu n'auras rien à donner à ces gens-là comme boulot. Ils seront là que par clientélisme politique et pour quand même nourrir des bouches qui ne travailleront pas. Mais regarde qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc, la masse salariale a presque doublé. Dépassé 7 000 milliards. Non, je dis 7 000 milliards. Et 700 milliards à presque 1400 milliards de masse salariale. Ce qui veut donc dire que la masse salariale a augmenté. Mais quelle est la méthode qu'ils ont empruntée dans les différentes directions? Il faut écouter le directeur de Dakar Demdik qui dit, mais moi je viens, je trouve des centaines de chauffeurs, mais qui ne viennent pas travailler. Qui ne s'activent pas. Mais un seul bus pour 20 chauffeurs. Est-ce que vous imaginez cela? Un seul bus pour 20 chauffeurs. Vous allez à l'université de Thiès. Tu vois, par exemple, pour 3 voitures ou pour 5 voitures, 20 chauffeurs qui sont là. Les autres même ne viennent pas. Mais aujourd'hui, le directeur de l'AIBD faisait un compte. M. Djei, Cheikh Bamba Djei. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Mais pour les voyages seulement, c'est 400 millions de francs CFA par an. Pour la ligne téléphonique, c'est 18 millions par an. La ligne téléphonique. Mais écoutez, pour les autres aussi, les autres dépenses, c'est d'une valeur de 300 milliards. Mais est-ce que le président de la République, Macky Sall, était au courant de tout ça? Mais pourquoi ne pas être au courant? Il faut comprendre ce que Doudouka faisait dans l'aéroport, à l'aéroport AIBD. Regardez, chaque année, il recrutait plus de 250 employés. Et il les payait de manière conséquente. Regarde, maintenant, Cheikh Bamba Djei, qu'est-ce qu'il a fait? Il réduit le coût des voyages du personnel de 400 milliards à 40 millions. Pour les voitures, déplacements et consorts, l'AIBD dépensait plus de 400 millions par an. Cheikh Bamba Djei a réduit cette dépense à 40 millions par an. La ligne téléphonique qui s'élevait à 18 millions par mois, Cheikh Bamba Djei a réduit ça à 8 millions. Donc le tout ne fait même pas 100 millions contre presque 500 millions mais de dépenses inutiles. Sans compter le nombre de travailleurs qui dépassent l'attente. Et aujourd'hui, il a déjà diminué 100 travailleurs. Ce sont ces travailleurs-là qui crient partout. Alors que toi, tu sais très bien que tu n'es pas bienvenu. Tu n'es pas venu correctement. Et même quand on t'a donné ton CDD, mais tu ne travaillais pas parce qu'il n'y avait pas de travail. Écoutez, plus de 1500 travailleurs AIBD. C'est là où j'ai compris pourquoi. Et j'ai compris les propos de El Malik lorsqu'il était ministre des Transports. Et ministre du Transport et des Infrastructures. Des transports terrestres. Oui. Mais qu'est-ce qu'il disait? À chaque année, l'État du Sénégal perfusionnait l'AIBD à hauteur de 80 milliards de francs CFA. Chaque année. Parce que l'AIBD roulait à perte. À perte, tout à fait. Mais c'est à cause de ces dépenses injustifiées.
mais de ces dépenses exorbitantes, du recrutement aveugle des travailleurs. Et ces nouvelles autorités ne peuvent pas laisser passer mais au port autonome de Dakar, il faut redresser ce pays. Monsieur Diouf, allez voir au port autonome de Dakar le recrutement qui est en train de se faire là-bas. Je crois qu'on a rien qu'au port autonome, mais ils ont limogé plus de 400 travailleurs. Hein. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient alors? Mais c'est peu par rapport même au nombre. C'est peu, hein, 400 travailleurs avec les recrutements pléthoriques au niveau. Mais bien sûr, et nous n'avons cité que ces agences-là. Mais allons voir Acer. Allons voir Acer avec le jeune Jean-Michel Sen. Mais allons voir Acer avec le tollé que cela a fait ici. Tout le monde accusé à tort Jean-Michel Sen. On le traitait de tous les noms d'oiseaux. Que c'est lui qui voulait jeter le Sénégalais en pâture. Voilà. Il est en train de faire un excellent travail. Un excellent travail après avoir renégocié le contrat. Mais qui sont ceux qui disaient que un contrat ne pourra jamais être renégocié? En si peu de temps, il a pu électrifier pas mal de villages. Bon, je peux vous donner même son bilan, hein, si vous voulez, là. Par comparaison avec le bilan de Macky Sall sur l'électrification des villages. Si vous prenez par exemple Jean-Michel Sen, à son arrivée d'abord, il va renégocier un contrat de 91 milliards qui devait électrifier 1000 villages tout court. Pour 91 milliards. Et il va renégocier ce marché-là pour ajouter 740 villages. Donc ça devient 1740 villages pour la même somme. Et il impose à Aopao Espagne, d'exécuter le budget de ce projet-là à 50% par des entreprises sénégalaises. Il impose aussi à Aopao Espagne de recruter des élèves ingénieurs sénégalais qui doivent faire l'ingénierie à 3 ans de formation. En même temps, ils viendront travailler dans Acer. Et comme ça, s'ils terminent leur étude, Aopao Espagne nous donne notre société. Et que ces ingénieurs-là qui sortent fraîchement de l'école puissent continuer à travailler en temps plein. Lui, c'est un visionnaire. Hein? Mais bien sûr, mais lui, il dit, c'est ce qu'on m'a fait moi. En France, moi, lorsque j'étais étudiant, je travaillais sur une industrie, sur une entreprise. Donc, je faisais le boulot, on me payait par mois et j'allais étudier à l'école. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Après qu'il ait arrêté le projet à 1740 villages, plus l'île de Carabane. Alors, il dit, aujourd'hui, Macky Sall, chaque année, de 2009 et de 2011 en 2024, il électrifiait 125 villages par an. 125 villages seulement? Par an. Donc, 2000, la moyenne quoi. La moyenne, si nous prenons tout et qu'on calcule la moyenne par an, c'est chaque année 125 villages qui sont électrifiés. Jean-Michel Sen vient de janvier à ce mois de mars-là, 160 villages seront électrifiés. Maintenant, il fait plus que ce que Macky Sall faisait en une année. Lui, il le fait en 3 mois. Alors, au lieu de, madame, 160 villages, mais sur 14 000 villages qui restent. Mais comment il peut nous rester 14 000 villages et permettre à des Sénégalais comme Seydou Kane de surfacturer à hauteur de 15 milliards les poteaux béton pour mettre ça dans sa poche et cautionner cela pour une entreprise qu'on a créée le mois de février 2024. Avant les élections, on lui donne le projet. Donc, ce qui est fait, ce qui veut dire que c'est fait à dessein. Alors, pour les grands travaux de Jean-Michel Sen, qui électrifie aujourd'hui, en 3 mois, 160 villages. Ce que Macky Sall faisait, 1 an, le jeune a fait plus en 3 mois. Il a fait plus. Parce que de 125 à 160, écoute, ce gars-là, il est en train de faire un travail extraordinaire dans les villages. Nous suivons les villages dans le net qui jubilent pour cela. Mais parlons un peu aussi du lancement du programme de Promoren.
Bon, je ne sais pas si on aura l'occasion de parler aussi des grands projets qu'on a dégagés, en 6 laps de temps. Voilà, Vous pouvez les citer, voilà. Si nous prenons par exemple le lancement du programme Promoren, voilà, programme de modernisation des ressources en eau potable dans le bassin de Madidja, Bolong, à Koungheul. Bon, ça doit permettre, et ce barrage sera alimenté par le fleuve Gambie, voilà, pour l'aménagement de 12 000 hectares de terre pour favoriser l'élevage, l'agriculture, 12 mois sur 12. Et même la pêche, hein, bien sûr. Et nous pouvons aussi prendre le projet du grand transfert de l'eau. C'est-à-dire prendre l'eau à Lac de Guerre, de l'amener dans les zones de grande consommation, comme Dakar, Thiès et Mbour, jusqu'à Pekes. Et même la ville de Touba. Et dès qu'on arrive à Pekes, dès qu'on arrive à Pekes, c'est là où on fera maintenant le virage et mettre le cap à Touba, où ils vont installer une industrie ou bien une industrie de transformation en eau potable pour desservir, n'est-ce pas, toute cette zone-là en manque d'eau potable depuis l'indépendance du Sénégal. En tout cas, la ville de Touba, si ce projet est réalisé, alors ce sera un ouf de soulagement. Mais bien sûr, il y a aussi le projet d'approvisionnement en eau potable, n'est-ce pas, des localités au Sénégal. Ça va concerner 2 millions de familles sénégalaises qui auront 85 forages et 89 châteaux d'eau, n'est-ce pas, sur une ligne réseau de 1400 km. Donc vous voyez que en réalité, il y a de l'ambition. Il y a de l'ambition. En général, ces ministres-là sont souvent sur le terrain, surtout le ministre de l'Hydraulique, Cheikh Tidiane Dièye. On le voit rarement, souvent on le voit sur le terrain. Sur le terrain, il n'a pas le temps. Écoutez, en eau potable, nous avons 700 km de côte. Et même le ministre de l'Environnement et le ministre de l'Agriculture, Mabouba Diagne. Oui, lui-même, il est trop actif, quoi. Ce sont des hommes de terrain. Non, il est trop actif. Et même le ministre du Commerce aussi. Ce qu'on n'a jamais constaté, bien le sûr. ministre de l'Éducation, Guirassy, qui est en train de faire un excellent travail. Mais bien sûr. Alors, donc ça prouve que ils sont sur le terrain. Mais Diouf, est-ce qu'on va oublier la réhabilitation des 5 usines de Sonacos qui étaient fermées, hein? Ces usines-là étaient fermées dans le régime Macky Sall. Et dès les premiers pas du nouveau directeur de la Sonacos, immédiatement, il a rendu fonctionnel les 5 Sonacos du Sénégal, c'est-à-dire à Dakar, à Ziguinchor, à Louga, Diourbel et Kaolack. C'était sous Modou Diagne Fada. Modou Diagne Fada, qu'est-ce qu'il en sait? Qu'est-ce qu'il en sait, Modou Diagne Fada? Qu'est-ce qu'il en sait? Qu'est-ce qu'il sait des affaires de la Sonacos, de l'entrepreneuriat, du commerce, de l'industrialisation? Qu'est-ce qu'il en sait? C'est des politiciens qui ont toujours été là depuis les premiers pas du Sénégal jusqu'à nos jours. Ils n'ont jamais permis le Sénégal à faire un pas, même en avant. Mais aujourd'hui, malgré ces vicissitudes malheureuses que nous constatons dans la gestion des deniers de l'État, dans la gestion des deniers publics, malgré les dilapidations des deniers publics, malgré les blanchiments d'argent, la dilapidation des fonciers, et du foncier plutôt, ça n'a pas empêché aux nouvelles autorités de mettre en place ce qu'on appelle le New Deal. Le New Deal technologie. Tout à fait. Le New Deal technologie. Mais bien sûr. Qu'on a inauguré récemment au centre de conférence Abdou Diouf de Diamniadio, n'est-ce pas? Voilà. Et cette New Deal technologique va permettre au Sénégal vraiment de faire un grand pas majeur. Vous savez que, M. Diouf, le fait que nous sommes dans l'analogie, le fait que nous sommes dans le manuel, ça a retardé notre développement considérablement. Il faut moderniser. Mais bien sûr. Mais regarde aujourd'hui, si on me demande d'avoir mon extrait de naissance tout de suite, c'est impossible. Je vais devoir perdre. Mais si nous parvenons à digitaliser toute l'administration, à digitaliser l'éducation nationale, l'enseignement national, à digitaliser tout ce qui est informatique, tout ce qui est administration, écoutez, c'est là où
nous inspirerons même le Sénégal dans la révolution numérique avec notre satellite en perspective, avec notre projet militaire. Et nous savons que aujourd'hui, tous les projets militaires vont avec la technologie de l'Internet. Moi, la révolution des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Mais et le projet du gazoduc? Un projet qui s'élève à un coût de 650 milliards pour 34 mois, je crois, mais qui va s'étendre d'une distance de 400 km. Aujourd'hui, il y a de grands projets. Mais malheureusement, le pays est blessé. Le pays est profondément touché, M. Diouf. Est-ce que les gens ne doivent pas serrer la ceinture pour au moins accompagner ce gouvernement, ce nouveau régime qui est en train de poser des actes salutaires, n'est-ce pas? D'où le Premier ministre, avec ces temps-ci, on a constaté que le climat social était tendu. Alors maintenant, le Premier ministre Ousmane Sonko a organisé une rencontre tripartite avec les syndicats, le patronat et le gouvernement pour pouvoir décanter la situation. Vous en dites quoi? Oui, mais bon, parce que les syndicats aussi doivent savoir que la situation du pays ne permet pas beaucoup de libertinage. Moi-même, je suis un syndicat des enseignants vacataires des écoles privées du Sénégal. Mais nous avons préféré de ne pas prendre même part à ces négociations-là et de laisser les professionnels gérer leurs problèmes et que nous allons venir de manière indépendante. Parce que notre problème n'est pas le problème du public. Mais qu'est-ce qui se passe dans le public? Les enseignants en Afrique, généralement, au Sénégal, ont toujours été marginalisés, ont toujours été sous-estimés et même sous-payés. Parce qu'aujourd'hui, l'enseignant a les mêmes diplômes que les magistrats. Mais pourquoi les magistrats sont 3 fois plus payés qu'eux? Les magistrats de la Cour des comptes n'ont que leur master. Hein? Les Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye qui étaient à la DGID là, mais n'avaient que leur master. Hein? Tout comme nous, les professeurs, M. Diouf. Mais pourquoi eux, ils peuvent nous payer 2 fois ou 3 fois? Je crois que Ousmane Sonko lui-même l'a dit devant les enseignants pour leur faire savoir que, écoutez, je compatis à votre douleur. Parce que je sais qu'il y a de l'anomalie dans la rémunération au Sénégal ici. Et il y avait un projet que l'État du Sénégal du temps de Macky Sall avait tenté, n'est-ce pas, d'auditer la fonction publique au Sénégal, les grades et leurs rémunérations, les grilles de rémunération. Mais on s'est rendu compte que c'est du n'importe quoi. Mais tu vois un agent de la RACC pouvoir payer quelqu'un qui est à une hiérarchie même exceptionnelle. Mais c'est ce qu'on ne pouvait pas comprendre, ni accepter, ni comprendre. Mais il est nécessaire de poser d'abord la situation du pays. Parce que tout le monde devrait être conscient de la situation du pays. Et tous devrions être des patriotes, être prêts à sauver notre pays. Et je crois que quand le Premier ministre a appelé les syndicalistes, les travailleurs, les ouvriers, à la résilience, à comprendre la situation dans laquelle ces voleurs de la République ont plongé le pays, écoutez, on n'a pas trop de liberté. Le président, dès le début, a dit ici devant tout le monde, même si cette parole fut polémique, que l'État n'a plus de marge de manœuvre. Et ça, c'est une réalité. Mais M. Diouf, comment nous pouvons payer 3 000 milliards de dettes par an? Mais nous ne l'avons pas. 3 000 milliards par an. 18 000 milliards de dettes. Pour un pays pauvre, un pays non industrialisé, un pays qui n'est même pas à la porte de l'émergence. Nous ne transformons pas, nous ne cultivons pas, nous cultivons de manière familiale. Nous ne transformons pas, nous n'avons pas d'industrie. Et nous nous permettons de nous endetter à hauteur de 18 000 milliards avec des exonérations fiscales qui s'élèvent à 4 000 milliards. Le pays a été saboté, M. Diouf. Ça, c'est un sabotage d'État. C'est un sabotage. Parce que même nous, les profanes, mais nous ne ferons jamais une telle chose, M. Diouf. Donc je crois que c'est ce que Ousmane Sonko a expliqué aux syndicalistes après avoir créé un nouveau format du dialogue
nationale. Attention, ce dialogue-là est un nouveau format parce qu'on a invité plusieurs personnes à cette rencontre, dont les élèves. Mais regarde, oui, j'étais fier d'être professeur ce jour-là, lorsque j'ai vu l'élève dire le sens, l'essence et la quintessence même de la rencontre. C'était de prendre soin des élèves, de penser à notre matériel de travail, à notre lieu de travail, de prendre soin de nos professeurs, mais aux profs, pensez à nous élèves, à l'État, pensez aux profs. Vraiment, c'était un discours équitable, un discours qui a résumé, qui a résumé l'esprit même de la rencontre. Et le Premier ministre a clos le débat en leur faisant savoir, ici, nous allons nous dire la vérité. C'est fini de se leurrer, c'est fini de se mettre les bâtons dans les roues parce que personne n'y gagne. Qu'il soit syndicat ou qu'il soit ministre ou député, personne ne gagne dans les affrontements. Nous pouvons faire comme tout le monde, mais nous ne le ferons pas. Il a même dit qu'il faut qu'on s'entende sur le consensus parce qu'aucun pays n'a décollé sans consensus fort. Mais ce n'est pas possible. On ne peut pas tout le temps, même quand le pays agonise. Toi, tu veux demander des sous supplémentaires, des salaires supplémentaires, des gains supplémentaires pendant que le pays souffre, pendant que l'État même est en phase d'écroulement. Mais on ne peut pas accepter ces libertés venant de partout. Et Ousmane Sonko leur a dit la vérité, rien que la vérité, et seulement la vérité. Et il fallait lire la sincérité dans son comportement gestuel. Il fallait lire la sincérité dans ses mots. Et voilà pourquoi la discussion n'a même pas suscité une polémique. Parce que la vérité, dure que soit-elle, est la meilleure solution de régler tout problème. Et quand tu appelles les gens à la résilience, M. Diouf, tu verras que tu n'aimes pas plus le Sénégal que. Tu verras que tu n'es pas plus patriote que. Et il l'a même admis en disant que je sais qu'il y a plus de patriotes ici que moi, dans cette salle-là. Et c'est ce qui a vraiment touché la sensibilité de tous. Des actes de civisme. Mais bien sûr. Alors, et même il a dit tout le système social, la protection des travailleurs, le nouveau code du travail, la justice et l'équité dans les systèmes de rémunération, on va y travailler. Bien sûr. Donc il y a une volonté. Bien sûr. Parce que Macky, faut lui donner le président Macky Sall a d'abord payé, je crois, 3 milliards des cabinets indépendants qui sont venus quand même faire ce diagnostic-là. Ils ont passé au peigne fin cette grille salariale-là et ils ont amené des solutions. Mais Macky n'a pas osé appliquer. Parce que comme lui, il n'avait que des idées électoralistes, il ne pensait qu'à son élection. Alors, il ne pouvait pas... Et il avait... Mais bien sûr, et il avait un projet de neutraliser un leader politique. Il avait quand même l'idée de vouloir acheter la conscience des uns et des autres pour légitimer sa troisième candidature. Alors, il ne fallait pas frustrer les magistrats. Il ne fallait pas frustrer les fonctionnaires parce que j'ai besoin d'eux et j'aurais besoin d'eux. Alors que cette grille salariale-là, si Macky Sall l'avait touché, aujourd'hui les enseignants ne seront pas dans la rue. Parce que ça permettra ce qu'on appelle une équité dans la fonction publique. Que les gens soient rémunérés en fonction de leur diplôme et de leur grade. C'est ça la vérité. Tout. Et M. Diouf. Merci, M. Gassama. Alors, on aborde le second point. Le tout dernier point, pardon. L'armée française commence à restituer ses installations aux autorités. La France militairement présente depuis 1960. Vous en dites quoi? Bon, ce fut en tout cas un honneur pour nous, parce que c'est un combat que nous avons toujours mené. Il est hors de question pour un État qui se veut souverain, pour un État qui se veut respectable et respectueux, d'avoir des forces étrangères en son sein. Et la France elle-même n'a pas accepté ça quand les Américains le lui avaient proposé du temps de De Gaulle. De Gaulle criait haut et fort l'indépendance et l'autonomie de la France. Et nous crions la même chose, nous chantons la même chanson avec les mêmes refrains. Que l'armée française et toute armée étrangère quitte le Sénégal. Comme le disait Maître Watt, notre armée est capable
d'assurer notre sécurité. Je crois que ce fut une promesse de campagne et ils l'ont encore tenue. Nous leur demandons de faire encore plus d'attention, de doubler d'efforts, mais de vigilance, parce que la France ne part pas sans problème. Alors, merci à M. Gassama. Le temps qui nous est donné est presque terminé. Alors, on aura l'occasion de parler, parce que j'avais prévu des sujets géopolitiques. Bien sûr. Pour qu'on en discute. Bien sûr. Mais ce n'est que partie remise. Inch'Allah. Alors, vraiment, je vous remercie infiniment de venir répondre à notre invitation. Alors, vous donnez votre dernier mot, simplement. Voilà, je vous remercie pour le choix de ce sujet, et qui semble très important. Et je crois que nous avons balayé en toute responsabilité l'actualité nationale, qui concernait les populations et qui faisait rage au Sénégal. En tout cas, je vous remercie pour la clarté de vos questions et la pertinence et de vos entretiens. Je remercie aussi les auditeurs d'Océan FM et d'Océan Politique de nous avoir bien suivis, et nous leur donnons encore beaucoup de rendez-vous pour des questions géopolitiques, pour des questions encore spécifiquement nationales et internationales. Et pour clore le tout, mes enfants me disent tout le temps que je viens à la radio sans les saluer, quoi. Alors donc je me profite de l'occasion. C'est le moment. Voilà, je me profite de l'occasion. Je les salue bien, parce que ce sont mes enfants. Bien sûr. Je me profite donc de cette occasion pour saluer ma petite famille, Anita, Mamita, Khadija, et ainsi que voilà Yayo Khalei, Mouy Aminata, di len ziar di len bëggee di ziarale ñëpp bépp auditeur di len ne cant ak ngërëm ñeel na len monsieur Diouf. Voilà, et que Dieu protège cette belle famille. Monsieur Gassama, vraiment c'était un plaisir. Et je rappelle à nos sœurs, à nos chers auditeurs que monsieur Gassama fait partie également des consultants de cette émission. Alors à chaque fois que le besoin se fera sentir, alors il sera là, parce que vraiment c'est un homme d'un esprit d'ouverture exceptionnel. Monsieur Gassama, vraiment merci d'être là. Je remercie également le directeur de la radio, M. Abdoulaye Diop, et tout le personnel de Océan FM. Je remercie le technicien Ibrahim Diop qui a arrangé cette émission. À dimanche prochain pour un autre invité. Ya salam. Merci.